Bonjour, bienvenue dans l'émission Rencontre avec Lénaïque et mon invitée aujourd'hui s'appelle Ghislaine Quédec. Elle est partenaire du bien-être chez soi. Ça vous dit quelque chose? Si je vous dis qu'elle est géobiologue, ça vous parle? Si ça ne vous parle pas, tant mieux. On va expliquer ce que c'est. Bonjour Ghislaine. Bonjour Lénaïque. Merci pour avoir accepté mon invitation. De rien, c'est avec plaisir. Et alors toi, justement, ton boulot en tant que géobiologue, c'est d'analyser un petit peu l'environnement des gens au travers de leur maison. Parce que c'est vrai que la maison, c'est un cocon. On a envie d'être dans un cocon et on a envie d'être bien dans ce cocon et parfois, ce n'est pas le cas. Et on ne sait pas Parfois. l'expliquer. Et alors, qu'est-ce qui se passe, justement? C'est ça. En fait, la géobiologie, c'est un peu comme un décryptage. C'est essayer de comprendre l'intérieur d'une maison et aussi ce qui peut faire des liens avec l'intérieur des gens. Donc, la terre, et la biologie, c'est tout ce qui est l'homéostasie, du moins la tendance vers l'homéostasie des humains. Et comment nous, en tant qu'humains, même les animaux, je dis les humains, mais c'est tous les êtres vivants, interagissent avec l'endroit où ils sont. Donc, on sait tous, toi et moi, qu'il y a des endroits où quand on y va, on se dit « Oh, on est bien ici », et des endroits où on se dit « Oh non, là, ça ne le fait pas du tout, mais je ne sais pas pourquoi ». Et la géobiologie s'intéresse à ça, justement. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir mal dans un endroit? Ou bien encore pire, qu'est-ce qui peut faire qu'on se sente normalement et puis par contre qu'on tombe malade? Et c'est surtout ça qui est perturbant, c'est que parfois on a des capteurs qui fonctionnent et qu'on peut écouter, et parfois on n'en a plus, ou du moins on ne sait pas comment faire. Et là, on peut tomber malade chez soi, tout bêtement. Et oui, alors tomber malade chez soi, ça veut dire que peut-être qu'on a des problèmes d'infiltration, d'humidité, de choses comme ça. Et en fait, on peut se dire, mais j'ai fait tout ce qu'il faut, mais ça ne marche pas. Alors C'est ça veut vrai. dire, ouais. En fait, dans la géobiologie, il y a 3 grands domaines. Et tu cites le tout premier, c'est un peu par là que les anciens ont commencé à être un peu connus, c'est le sourcier. Donc, les infiltrations d'eau, ça reste le moteur de la visite du géobiologue. Je pense que j'ai de l'eau sous ma maison. Et pourquoi c'est embêtant? Parce que le flux de l'eau fait qu'on perd des électrons, nous, au-dessus, et ça fatigue énormément. Donc, il y a vraiment 3 grands domaines. Les problèmes liés à la Terre, stricto sensu, les problèmes telluriques, la géologie, c'est des failles qui peuvent couper la maison, enfin le dessous de la maison complètement en deux, avec un déséquilibre notoire, et ça génère un flux de rayonnement au-dessus, qui est perceptible par certaines personnes et pas par d'autres. Les veines d'eau, on les a cités tout à l'heure, comme tu le disais, ou alors carrément une source qui peut sortir du dessous d'une maison. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a aussi la radioactivité du sol. Et là, tu sais bien, toi et moi, on habite en Bretagne, et tu sais que ce sont des endroits où la radioactivité est très forte. Et on parle même de radon, puisque le radon est un gaz incolore, inodore, et qui s'infiltre dans justement les infractuosités du sol, et qui peut donner, on le sait, le cancer du poumon. Et puis, tous les impacts de dessous de nous, c'est-à-dire les cavités du sol, comment ça peut impacter une maison au-dessus. Et voilà, donc ça, c'est les grandes nuisances géologiques. Il y a les nuisances modernes, donc ça, c'est la deuxième grande famille. Les antennes relais, la 5G, qu'est-ce qu'on fait? Les ondes domestiques, nos téléphones portables dans nos maisons, le Wi-Fi, est-ce que je le coupe la nuit ou non? Et puis, toutes ces nuisances modernes qui nous entourent, donc on parle de nuisances électromagnétiques en termes génériques. Et puis la dernière nuisance, celle-là, elle fait parler le soir autour des feux dans les familles, ce sont les nuisances subtiles. Et ça, les nuisances subtiles, ce sont les mémoires des murs, les maisons anciennes qui gardent les histoires, et puis voilà, tout ce qu'on peut raconter sur « je ne me sens pas bien dans cette maison, je sens du froid chez moi », ou la nuit, il y a des bruits curieux. Voilà, ça, c'est un autre type de nuisance et dont fait partie, voilà, ça fait aussi partie de la géobio. Mais disons qu'avec l'architecture et les ondes de forme, ce sont des nuisances qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut difficilement comprendre,
seulement si on s'y attelle et que là, on met en route notre sensibilité. Et alors, toi, tu es en plus une géobiologue extra sensible parce que tu vas même au-delà du métier strict de géobiologue parce que tu sens des choses énergétiquement. Donc, ça nous aide encore plus. C'est-à-dire que si on veut vraiment, imaginons que nous ayons acheté une maison. Alors, quand on est locataire, c'est facile. On se dit, c'est pas la maison pour moi. Je m'en vais. Mais quand on a acheté la maison, on se dit plus ça. On se dit, ah ben non, moi, je ne sais pas ce que je peux faire, mais en tout cas, j'ai envie de rester dans cette maison. Et là, tu interviens et tu vas intervenir, tu vas faire cette analyse dans les 3 domaines que tu as cités. Et ensuite, vous allez trouver une solution ensemble. Comment ça se passe après? En fait, ce qu'il faut intégrer complètement, c'est que nous, la matière que l'on est, on n'est pas uniquement matière, on est aussi une bulle d'énergie autour. Et cette bulle d'énergie, la nôtre, dans laquelle on est, elle interagit avec les murs, la maison et des tas de mémoires à l'intérieur de la maison. Donc, je dirais que parfois, en s'intéressant à l'histoire de la maison, on retombe sur l'histoire des gens. Moi, ça m'est arrivé plein de fois dans mes analyses, y compris en Feng Shui d'ailleurs, parce que le Feng Shui raconte aussi des histoires comme ça, d'espace et d'orientation boussole. Et là, en fait, on s'intéresse à l'histoire de la maison, comment elle est conçue, elle est orientée comment, elle regarde le sud, ça veut dire elle se montre, ou bien elle ne se montre pas, elle est cachée. Et quand on lit cette maison et ce qu'elle nous raconte, mais les gens parfois disent, mais c'est de moi que vous parlez. Et c'est là qu'on comprend qu'il n'y a pas tellement de hasard. Parfois, les gens me disent, mais moi, j'ai choisi cette maison, mais en fait, je ne l'ai pas vraiment choisie. Je me suis mise là parce que j'étais en train de me séparer, parce qu'il fallait que je trouve un toit et ça a été très vite. Mais peu importe, elle raconte de soi dedans. Et c'est vrai qu'en s'intéressant strict à la maison, on se rend compte que ça fait vraiment à qui on est et surtout les étapes qu'on a à traverser. Parfois, l'antenne, c'est nous, en fait. Et l'antenne révèle des problématiques dans la maison, mais qui sont souvent les nôtres. Et je pense que la médecine d'aujourd'hui a fort intérêt à s'intéresser à la géobiologie parce qu'il y a des tas de maladies que les médecins n'ont absolument pas le temps d'aller voir dans leur cause et qui ont une explication chez eux. C'est le serment d'Hippocrate au départ. Dans le serment d'Hippocrate, il y a aussi la notion d'aller voir l'endroit où habite le malade. Et ça, les médecins n'ont malheureusement plus du tout le temps de le faire. Et c'est en ça que la géobio, c'est vraiment la notion de médecine intégrative que tu connais bien. Du coup, on est dedans. Oh, c'est génial que tu dises ça parce qu'il y a quelques années, j'étais une fan d'une série de Dr House. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Et lui, systématiquement, quand il y avait quelqu'un qui arrivait, il envoyait son équipe chez la personne, faire des échantillons dans l'appartement ou la maison de la personne qui arrivait à l'hôpital. Donc, tu vois, quand tu dis il faudrait qu'effectivement les médecins ou les hôpitaux s'intéressent aussi à l'environnement de la personne quand elle arrive et qu'elle a une maladie. C'est vrai que nous, dans notre vie d'aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de médecins qui vont me dire est-ce que votre maison est bien, enfin, est-ce que vous êtes bien dans la maison? Mais c'est une démarche intéressante. Et alors, par exemple, moi, finalement, tu vas venir chez moi et puis tu vas trouver que une rivière passe sous ma maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la maison, évidemment, on ne peut pas la pousser. Elle est là, elle est là. Donc, quelles sont les solutions pour que cette énergie qui, finalement, moi, me fatigue quand je suis dans la maison, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour libérer ça, guérir ça? Comment on dit ça? Oui, on dit souvent corriger. En fait, en géobiologie, on dit souvent corriger parce qu'on parle de nuisance. Ça peut arriver qu'une veine d'eau se déplace. Ça peut complètement arriver. Déjà, on comprend que quand il pleut, la taille des veines d'eau grossit. Et quand il fait très sec, du coup, elle diminue. On peut avoir dans une même maison une sensation différente en fonction des saisons, ce qui fait que les gens ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Et du coup, on peut avoir aussi la mise en route d'autres dimensions que la nôtre. Et là, je fais référence au savoir des anciens, mais aussi au chamanisme et à toutes ces notions qu'on connaît en énergie
énergétique, qui est de dire non, nous ne sommes pas seuls, nous sommes humains dans un grand tout, et parfois la solution vient d'ailleurs. Donc, moi, ça m'est arrivé dans une maison où il y avait un pignon qui était imbibé d'eau. Il y avait un arbre de l'autre côté du chemin qui devait être immense et qui avait été coupé. Et je me souviens d'avoir demandé si on ne pouvait pas s'organiser, puisqu'il y a des tas d'émissions là-dessus sur le lien des arbres entre eux, en passant par les racines. Enfin, voilà, c'est une autre intelligence que la nôtre. Mais si on est participatif, c'est l'idée, on peut demander, est-ce que tu peux venir aspirer l'eau ici, plutôt que boire de l'autre côté, viens boire du côté de la maison pour assécher ce territoire. Et ça, dans la géobiologie, c'est vraiment des domaines aussi qu'on apprend, si on n'en a pas conscience, si on n'a pas ouvert notre conscience avant. Eh ben, on le fait pendant les formations de géobiologie. Et là, on rencontre un arbre, on se rend compte que les arbres se parlent entre eux, qu'ils ont des actions au sein de tout un quartier. On a parfois des arbres maîtres qui sont coupés. Alors là, c'est un déséquilibre complet du quartier. On a aussi des pierres qu'on peut disposer. Les anciens utilisaient les pierres, les menhirs, les pierres levées, les dolmens, bref, toutes ces pierres organisées, alignées, elles avaient une fonction. Et on peut aussi utiliser une pierre pour tirer les réseaux telluriques et pour faire quelque chose, être opératif en géobio pour corriger une nuisance. On n'a pas... Parfois, on n'a pas de solution, je t'avoue, ça arrive aussi qu'on ne puisse pas décaler une veine d'eau et c'est nuisance, et là, c'est un peu compliqué, on n'est pas maître de tout, mais au moins, on essaye des choses. Il faut essayer de mettre en œuvre des choses, et de toute façon, le maître de tout, c'est le résultat. Hein. Oui. Les gens nous le racontent. Bien sûr. Et justement, tu as eu des belles histoires. Est-ce qu'on peut dire que tu es déjà en train de réfléchir éventuellement à des nouvelles pour raconter ça? Parce que les histoires des maisons sont extraordinaires. D'abord, il y a une histoire par maison. Donc, il y a autant d'histoires que de maisons quand on sait le nombre de maisons qu'il y a. Alors, il y a bien sûr les bâtiments neufs. Est-ce qu'ils ont aussi des histoires? Par exemple, imaginons, là, j'arrive dans un lieu qui est tout neuf, tout propre, etc. Est-ce que là aussi, il y a quand même des histoires? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu la base de la géobiologie et surtout la connaissance des anciens. C'est-à-dire que les anciens utilisaient le sol, l'information qui était dans le sol pour bâtir. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a des cathédrales et des églises sur des points particuliers telluriques. Ils utilisaient ce qui sortait du sol ou ce qui émanait de la terre pour bâtir quelque chose. Pourquoi c'est important de savoir ce qu'il y avait dessous? Parce qu'en Feng Shui, par exemple, on dit qu'on monte des murs et on enferme l'énergie du sol. Donc, je fais ce geste volontairement. Tu vois, là, on est hors d'eau, hors d'air, nous, on dit quand on bâtit. Hein, mais on enferme une énergie. Donc, et pas n'importe laquelle parfois. Imagine qu'on bâtisse, on a une faille au milieu et on bâtit un immeuble dans cette faille. On peut générer de cette sorte-là un immeuble à divorce. On se retrouve avec des appartements toujours coupés en deux, avec des gens qui se disputent parce que l'énergie d'un côté n'est pas la même que l'énergie de l'autre. Et ça arrive très, très fréquemment de voir dans des bâtiments entiers les mêmes symptômes, les mêmes choses, ou alors des bâtiments célibataires. On se dit, mais ils se sont donné le mot? Mais non, qu'est-ce qui se passe? Et c'est extrêmement intéressant de noter l'influence du sol ou du jour de... En Feng Shui, on s'occupe aussi du jour de construction. C'est un peu une astrologie de la maison qui impulse une énergie à l'intérieur du bâtiment. Donc, bien sûr qu'une maison neuve, et c'était ça ta question, bien sûr une maison neuve peut retenir une énergie. Ce sera peut-être un petit peu moins varié et divers qu'une maison qui a traversé les siècles et qui a aussi l'énergie de la mémoire des murs, mais une maison neuve, elle se bâtit sur quelque chose. Et plus on va être précoce dans l'analyse du sol, mieux on pourra placer la maison sur un terrain, c'est-à-dire la décaler peut-être de 2 mètres pour ne pas tomber pile dans une faille. Ça m'est arrivé avec une piscine, par exemple. J'ai dit à la personne qui allait faire une piscine dans son jardin, je lui ai dit, si tu veux avoir une piscine qui se fend et qui fuit tout le temps, fais ta piscine là, décale-la de quelques mètres, d'1,50 m et tu n'auras pas cette faille qui va couper ta piscine en deux. C'est un
Oui, parce que toi, tu interviens dans ton métier de géobiologue, tu interviens pour corriger, tu disais tout à l'heure, les bobos, mais évidemment, tu peux aussi intervenir en amont et Ben oui. justement faire en sorte que quand je suis dans une démarche de construction ou quand je suis dans une démarche de création d'un lieu, mais là, je peux aussi consulter un géobiologue parce qu'il va me donner les clés pour pas que je fasse de bêtises. Parce qu'avant, peut-être que nos ancêtres étaient beaucoup plus Bah oui. à l'écoute de où ils allaient mettre la maison et pourquoi ils allaient la mettre là et pas ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est pareil que pour le médecin, je ne pense pas que l'architecte aille voir l'histoire d'un lieu, d'une terre pour décider, bon ben voilà, la maison, elle va être là et puis ça sera comme ça. Tu as signalé aussi quelque chose d'important. Tout à l'heure, tu parlais de mémoire des murs. C'est quoi la mémoire des murs? La mémoire des murs, c'est la matière qui retient une vibration. Il y a une belle expérience de Emoto qui parle de cette vibration avec des mots que l'on dit à une matière. Cette expérience, c'est deux pots remplis de riz cuit auxquels on dit des mots, pour l'un, des mots très gentils, je t'aime, voilà. Et pour l'autre, malheureusement, on lui dit des mots négatifs. Et on regarde l'évolution du riz à l'intérieur. Et très vite, on se rend compte que le riz qui est soumis au mot d'amour est intact, complètement conservé, et l'autre complètement pourri et change d'aspect très, très, très vite. Et les murs, en fait, retiennent, quand on a des murs en pierre, des matières beaucoup plus dures que du riz, naturellement, retient l'information de tout ce qui a été vibré dans la maison. Ça peut être des bonheurs immenses, des fêtes, de la musique, comme des choses très lourdes. Il y a parfois des histoires de famille qui sont lourdes dans une maison, ou alors tout simplement des périodes difficiles qui font que la maison qui a été construite dans les années 30, par exemple, et qui a vécu la guerre, la dernière, 39-45, on a parfois dans les murs des impacts de peur, ou même les amants qui sont venus dans cette maison et qui ont fait des choses et qui ont apeuré les gens dans la maison. Et on a ça dans les murs. Moi, je me souviens d'une maison où je suis allée dans le jardin, il y avait un blocos dans le jardin. Où à l'intérieur du blocos, on avait une énergie extrêmement lourde et où il a fallu extirper un certain nombre de choses de cet endroit pour apaiser le lieu tout entier qui était impacté. Donc, la mémoire des murs, c'est vibratoire. C'est des choses qui se mettent dans la matière et qui sont capables de rester très longtemps et qui peuvent impacter les gens qui y viennent, même les nouveaux, parce que ça transpire à un moment donné. Donc, il y a une espèce d'énergie qui sort et qui impacte les gens qui y vivent à l'intérieur. Un coup de peinture, ça ne suffit pas pour régler ça. On s'en rend compte très vite que ça ne suffit pas. Parce que, alors, il y a deux façons de faire la peinture, j'ai envie de te dire. C'est vrai que quand tu emménages dans un lieu où tu as envie de t'investir dedans et que tu aimes cette maison et que ça transpire par tous tes pores, même quand tu fais la peinture, tu peux changer la vibration du mur qui fait que c'est ta force à toi qui domine. Et puis parfois, on fait faire les travaux et puis ou alors voilà, et puis du coup, ce qui transpire, c'est ce qu'il y avait avant. C'est pour ça que j'explique aussi à mes clients que c'est important la crémaillère quand on rentre dans un lieu. Si le lieu n'a pas été nettoyé des occupants d'avant, leur histoire est toujours parfois dans le lieu. Et quand on emménage, la crémaillère, c'est un peu comme une bénédiction de maison. On fait une fête, on met des fleurs, c'est très festif la crémaillère, mais c'est une cérémonie en même temps. Je me permets d'habiter dans un lieu qui était autre chose avant. Et donc, c'est assez sacré ça me met la chair de poule quand tu parles de ça, parce que j'avais jamais vu la crémaillère comme ça. Ouais. Et soudain, cette crémaillère prend une autre dimension. Et de célébrer la maison dans laquelle on a décidé de vivre. Quel bel hommage à la maison, déjà. Et puis, comme tu dis, ça peut changer les mémoires des murs. Mais est-ce que les mémoires des murs, ça a à voir aussi quelque chose avec peut-être
un fantôme, un esprit qui serait resté là, ou alors c'est encore autre chose? J'aimerais te dire que c'est un petit peu oui et non, parce que souvent les maisons dans lesquelles il y a eu des difficultés, quelque part, les murs ont retenu l'histoire et les émotions et puis les âmes avec. C'est Patricia Daré qui a écrit de nombreux livres là-dessus. Elle est journaliste et elle est médium et elle a beaucoup raconté pourquoi les âmes ne partent pas, pourquoi c'est nous les vivants qui les retenons et pourquoi elles sont dans une maison plutôt qu'une autre. Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Et on peut avoir des maisons dans lesquelles il y a des âmes qui ont décidé de rester là et puis du coup qui interagissent avec les vivants. Alors, c'est pas toujours méchant, agressif et tout ça, Oui, c'est juste des c'est pas comme présences. dans les films où ils vont forcément faire voler des trucs, faire grincer les portes ou Mm. faire peur C'est pas toujours comme ça. Ça peut Non. être très bienveillant aussi. Ah ben c'est pas toujours comme ça. Ça peut arriver. Alors moi, je l'interprète toujours. C'est, tu sais, le faire du bruit, c'est, tu me vois, je suis là, regarde, je bouge la porte de ta cuisine, tu me vois. Voilà, alors, c'est assez rigolo quand on lit ça de cette façon-là avec mes clients, on finit par me rire en disant, mais comment j'ai pas vu? Et c'est assez c'est drôle parfois, mais et puis parfois c'est un peu plus pesant parce que quand on écoute l'émotion qui est véhiculée par cette âme, parfois c'est une très très grande tristesse, parfois c'est de la colère, et alors là du coup on sent bien que d'abord on n'est pas les bienvenus, et puis il y a un affrontement entre nous qui venons écouter, et puis en face on se dit, voilà, on n'est pas au même niveau de rage là, et pourquoi on est enragé comme ça? Et c'est toujours intéressant l'écoute, parce que tu sais, dans 80% des cas, la solution en géobiologie, du moins la façon dont on la pratique, certains, enfin la mienne, c'est écouter. C'est le phénomène de reconnaissance. C'est quand ça me fait des frissons, c'est quand tu écoutes et que tu reconnais, ah mais bonjour, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous en colère comme ça? Eh ben, à partir du moment où on te donne la parole, tu prends le micro et tu dis pourquoi tu es en colère. Eh ben, c'est pareil. Et tous les gens qui décrivent des choses un peu bizarres, qui leur font peur dans les maisons, à partir du moment où la lecture, elle est complètement directe et on explique, mais ça fait complètement descendre l'agressivité tout le temps. Oui, mais alors Et si je ne crois pas aux fantômes, je peux quand même m'adresser à eux de cette manière, même si j'entends rien. Est-ce que l'intention suffit? ben, elle est déjà, rien que l'intention, euh, rien que l'intention, c'est comme des gens qui me disent, je pense souvent à ma grand-mère, mais je ne sais pas si elle m'entend. Souvent, je réponds, mais parlez-lui. Vous en avez rien à faire qu'elle vous entende ou pas finalement, mais vous, est-ce que vous avez envie de lui dire quelque chose? Et c'est là que les gens me disent, ah oui, j'ai envie, mais après, on va pas penser que je suis un petit peu, j'ai un petit peu quoi? Je dis, il y a un moment, il faut arrêter de penser que la mort ne fait pas partie de la vie, c'est justement le cycle, hein, que l'on connaît dans des tas d'autres civilisations, la mort fait partie de la vie. Et du coup, de parler à voix haute en disant, tiens, si tu étais devant moi, je te dirais ça et je te dirais ça. Puis je te dirais merci parce que en fait, grâce à toi, je sais coudre et que finalement, ça m'est bien utile de savoir coudre parce que ma grand-mère était couturière, en vrai. Et donc, voilà. Et c'est vrai qu'on peut parler de l'autre côté. L'intention euh, devrait Oui. accompagner tout ce D'ailleurs, qu'on fait. on revient un petit peu sur l'expérience du scientifique japonais, la Emoto, Ah qui oui. justement, avec l'intention Mm. des mots sur son expérience du riz, fait pourrir un riz et fait conserver l'autre. Donc, Bah oui. finalement, oui, c'est important. Donc, toi, dans ton métier de géobiologue, tu t'occupes aussi de ces âmes qui sont dans les maisons? Alors oui. En géobiologie, je fais un aparté. Il y a un magazine qui est sorti ce mois-ci là, et qui fait un article justement sur la géobiologie. Et en géobiologie, on a tous un peu, je dirais, notre carte de visite, notre carte d'identité. La mienne, elle tourne beaucoup autour de la santé parce que j'ai un passé, j'étais attachée scientifique en cancérologie avant, et j'ai un passé très branché maladie et très branché l'autre côté, du coup, c'est comme ça. Mais tous les géobiologues ne sont pas, je dirais, attirés et puis n'ont pas forcément tous les mêmes clients. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que
cette notion de s'occuper beaucoup des âmes qui sont dans une maison, ça s'appelle être passeur d'âme. Et être passeur d'âme, c'est un service, c'est-à-dire qu'on accepte de l'être. Il faut d'abord réfléchir à ce que ça implique pour soi, et ensuite on l'accepte ou non. C'est un honneur, hein, être passeur d'âme, parce que les prêtres aujourd'hui, enfin depuis 62, on m'a expliqué en formation, depuis 62, les prêtres ne sont plus forcément formés à faire monter les âmes. Et donc, les gens qui deviennent passeurs sont des gens comme toi et moi, que l'on rencontre parfois en clientèle. Hein. Ils se disent, mais oh là là, je suis toujours embêtée, j'ai toujours l'impression que j'ai des tas de monde sur moi, voilà. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc, en s'y intéressant et en leur proposant des éléments, souvent, ils se disent, mais moi, je veux le faire, en fait, finalement, je veux être comme ça. Et donc, c'est une sensibilité particulière. Tous les géobiologues ne le font pas, et on n'a pas forcément non plus tous la même technique, la même méthode plutôt, la même méthode pour faire monter les âmes. C'est vraiment quelque chose de très personnel, ce sujet-là, vraiment. Et est-ce que c'est toi qui fais cette demande-là à l'âme, ou est-ce que tu demandes aux propriétaires de maison de le faire? Comment tu Alors procèdes? ça, j'ai des histoires tellement belles. Je vais écrire un livre, hein, de mes histoires, promis. C'est en route, hein, déjà, j'ai déjà commencé. Et souvent, mes clients me disent, oh, vous me mettrez dans votre livre, hein, parce que ça, il faut que ce soit écrit quelque part. Donc, j'ai des histoires, oui, où je fais participer mes clients. C'est super beau, hein. On pleure un peu des fois, hein. Et donc, oui, je fais parfois participer mes clients à ça. Et souvent, ce qui est touchant, encore plus touchant, je crois, c'est de faire descendre quelqu'un pour venir chercher quelqu'un d'autre. Et alors, je pense que toi et moi, on connaît la force de l'amour, la puissance de l'amour, quel qu'il soit, inconditionnel, maternel ou amoureux pur. C'est la force de l'amour, elle est capable de nettoyer un lieu complètement, de transmuter absolument toutes les violences, les rages, etc. Et moi, enfin, c'est une méthode que je mets en place très souvent, c'est faire descendre quelqu'un pour venir chercher l'âme qui traîne ici et qui parfois se demande même ce qu'elle fait là. Oui, mais est-ce Donc, que ce c'est quelqu'un souvent... que tu vas chercher, ça peut être quelqu'un que moi je connais et qui ne connaît pas forcément l'âme, ou alors c'est quelqu'un, tu demandes à quelqu'un qui connaît la personne qui est là pour venir Ouais, le c'est ou la souvent comme ça chercher. que ça se passe. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que on connaît la force de la persuasion de quelqu'un d'une famille, ou alors qu'est-ce que tu ferais si ton amoureux, toi, il te disait, mais Lénaïque, viens, et qui te tend la main, mais tu viens, quoi. Et c'est souvent comme ça que les choses se font de façon extrêmement simple. Plus simple, enfant de 5 ans comme niveau. Il faut que vraiment tout le monde comprenne. Moi, j'explique tout à mes clients. Et quand on a affaire même à des enfants, alors là, c'est un régal, parce qu'en plus, les enfants voient. Les enfants ont souvent gardé cette faculté. On dit ils ont des amis imaginaires. Oui, alors ils sont imaginaires pour les parents qui ne les voient plus, mais pour les enfants, pour les enfants, ils sont capables de les dessiner, de les décrire. Et donc, eux, ils ont accès encore à ces dimensions-là parfois. Et c'est extrêmement intéressant. Ils nous racontent, c'est eux qui nous racontent. Après, on a l'air un peu de neuneux parce que nous, on ne voit plus. Et eux, ils se disent, ben si, hein, quand même, il a quand même un chapeau rouge, hein, le lutin. Et après, on peut d'ailleurs éteindre ça chez nos enfants. On peut dire, mais arrête de dire des bêtises, ou tu vois, de faire taire un petit peu nos enfants quand ils racontent des choses comme ça. D'abord, peut-être parce que ça nous fait peur aussi. Ben oui. C'est beaucoup ça, j'ai l'impression. Parce que quand on leur donne la parole vraiment, ou quand on le suggère, dis donc, qu'est-ce que tu vois dans l'angle là? Et vraiment, c'est pas faire semblant, mais les enfants nous racontent, hein. Et c'est extrêmement touchant, parce que parfois, il y a des parcours de jeunes, d'adolescents torturés, ou des enfants qui ne dorment pas. Et du coup, les parents ont recours à X thérapie ou sirop qui endort tout le monde, là. Et parfois, c'est simplement dans la chambre, il y a une énergie particulière et qui leur fait peur des fois, ou bien qui les inquiète, ou qui les excite aussi, qui les fait jouer alors qu'il est l'heure de dormir. Et donc, en communiquant avec eux, ben, parfois on se rend compte que bon, ben, les lutins, maintenant, on va au dodo, on a dit.
Ça fait rigoler tout le monde, D'accord. mais les livres pour enfants du monde des fées, du monde des lutins, du monde du ça fait beaucoup rire les parents, ils racontent les histoires. Enfin, je pense que ça fait surtout rire les enfants. Hein. Oui. En tout cas, c'est une manière aussi pour nous, quand on est grand, de se rassurer, Oui, de se dire, ah ben non, c'est juste une histoire. ouais. Mais dans ma propre famille, en fait, mon parcours a croisé tous ces phénomènes-là. Et à partir du moment où on a une oreille, une vraie oreille sur ce que les enfants te disent, sans penser qu'ils sont en train de fabuler, je trouve très dommage de penser qu'un enfant de 2 ans fabule, par exemple. J'ai beaucoup entendu de choses comme ça qui avaient tendance à me hérisser le poil. Comment les enfants de 2 ans peuvent raconter tous la même chose à un moment donné? Ils ne se sont pas donné le mot. Et pourtant, ils décrivent beaucoup les mêmes choses. Pourquoi toutes les petites filles de 4 ans adorent toutes les fées, quoi? C'est étonnant quand même. Hein, et on est tout un peu peut-être passé par là, sans avoir été écoutés par les écoles qui nous ont expliqué d'autres choses. Et du coup, je ne dis pas qu'on a éteint notre sensibilité, je dirais plus qu'on l'a détournée. Tu vois, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer de regarder dans cette direction et de se dire mais dans quel plan vous êtes, qu'est-ce que vous faites, on a dit ah bah tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre à faire des dessins, à tirer un trait droit, à écrire correctement. Donc c'est pas qu'on nous éteint, mais je pense qu'on nous détourne vraiment. Hmm. Et alors, bah, c'est ça qu'il y a de chouette avec toi, c'est que quand on fait ta connaissance, eh bien, tu peux réveiller peut-être certaines choses qui sont déjà en nous, ou en tout cas nous éveiller à ce genre de choses. Parce que, imaginons que je fasse juste appel à toi en disant, bon ben voilà, moi je ne sais pas, j'ai entendu parler d'un truc, il paraît que vous êtes géobiologue, que vous faites des miracles pour les maisons. Tu sais, le genre de personne qui, bon, de toute façon, j'ai tout essayé, là, ça ne marche Oui, pas, allez, venez. Donc, quand je ne suis pas spécialement ouvert, te rencontrer, finalement, ça peut être une expérience extraordinaire parce que ce à quoi je ne m'attendais peut-être pas peut se révéler dans ton analyse. Ça peut être, comme tu disais, une rivière qui passe sous la maison, comme ça peut être une âme qui est toujours là, ou alors des murs qui disent encore des choses et qu'il faut nettoyer et célébrer. Et puisqu'on parle de célébration, derrière moi, ici, là, parce que là, il faut que je raconte ça quand même, je ne sais pas si vous voyez bien. Tu me parles, toi, et tu dis que c'est très important. Comme tout à l'heure, tu disais que la crémaillère, finalement, c'était une manière de célébrer la maison. Eh bien, cet objet qui est derrière moi, c'est un bijou de maison. On peut l'appeler un talisman aussi, mais tu disais que c'était important aussi de célébrer la maison de cette façon. Ouais, c'est un peu au cours du confinement précédent, donc le premier, on va dire le numéro 1, où il était assez strict. Voilà, j'ai dû rendre ma boutique que j'avais en ville à Quimper. Et du coup, on se met un peu en introspection, comment on peut aider l'autre et mes clients, comment je peux les aider, mais autrement qu'en y allant, me déplaçant, corrigeant la maison, etc. Et j'avais beaucoup de monde en lien aussi téléphonique avec des problématiques, je ne me sens pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, il y a des choses dans la culture des anciens et dans d'autres civilisations et d'autres peuples actuels, c'est la notion du talisman. Et on entend dans le mot talisman plein de choses. C'est un monde entier, le talisman. Et on entend beaucoup protection quand même. On entend une inquiétude qui est diminuée avec un talisman. Et la façon dont j'ai décidé de mettre en place un atelier, c'est de s'intéresser soit à soi-même sous forme d'éléments physiques, le métal, le bois ou d'autres choses, ou la terre, et un projet qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que si je prends une personne et qui dit, voilà, moi je vais m'installer en tant que thérapeute, je vais prendre un nouveau cabinet, je ne sais pas bien comment ça va être, mais j'ai un idéal. Eh bien, avant le confinement, j'avais fait cet atelier avec des thérapeutes qui étaient, voilà, moi je suis X, je veux être X dans mon cabinet, à l'aise, voilà. Et en prenant cette finalité, cet objectif, on se rend compte qu'il nous manque un certain nombre d'éléments pour y arriver. Et dans le talisman, il y a tout ça.
C'est-à-dire que j'ai mis en place des consultations très orientées avec mes clients. Ça dure, tu as vu, hein, à peu près 1 heure et demie d'échange pour bâtir un projet en partant d'un état de moi maintenant vers quoi je veux aller. Donc, ça peut être un talisman pour soi-même, ça peut être un talisman pour mon couple. J'en ai un derrière moi que j'ai fait à titre, tu vois, il est derrière là. C'est l'image d'un couple, par exemple, vers quoi on veut aller. Ça, c'était un exemple que j'avais fait. Mais ça peut être ça aussi. Ça peut être mon travail. Je fais un talisman sur mon travail maintenant et mon travail vers lequel je veux arriver dans le meilleur des aspects. Qu'est-ce qui me manque au milieu? Et, et du coup, ça fait intervenir des symboliques, des plumes, des bijoux. Et c'est vrai qu'en choisissant l'endroit où on le met dans sa maison, il y a un impact. La maison, elle réagit avec ce qu'on y fait. Dans des régions comme Bali, la notion des offrandes de lieu est très forte. Et on peut mettre des pétales de fleurs devant sa porte. Il y a une espèce de rituel qui est mis en place dans certaines cultures qui est absolument magnifique, qu'on n'a pas tellement, nous, dans notre occidentalité. Mais on peut, avec des talismans comme le tien, que celui que tu as fait, donc tu as vu le temps que ça prend pour le faire, Oui, c'est et de c'est la un exercice concentration. magique parce Ouais. qu'effectivement, on ne le fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon talisman, il y avait une dimension, l'air, qui Mm. devait être présente et qui ne l'était pas suffisamment par rapport à ce que à mes objectifs, on va dire ça comme Mm. ça. Et donc, tu Mm. as mis à ma disposition un certain nombre d'objets Mm. et je les ai choisis Ouais. par rapport à peut-être la couleur, enfin Mm. voilà, ce qui m'appelait vers un objet, je Ouais. le prenais, je le mettais de côté. Et Mm. ensuite, dans cet atelier, effectivement, tu m'as guidée pour, pour que je le mette en forme. Voilà. Mm. Mm. Donc, Mm. on voit que le tien, il est plutôt carré, le mien, il est Mm. plutôt rectangle. En fait, chaque objet comme ça que l'on va créer Mm. va nous ressembler, nous. Mais alors, on peut le faire avec toi comme tu peux le faire pour les gens qui te le demandent aussi. Ouais. Alors, c'est vrai que pendant le confinement, les gens m'ont demandé des choses. Comme du coup, on était à distance, on se voyait, on faisait des consultations au téléphone ou en visio comme ça. Et moi, je fabriquais leurs outils, leurs bijoux de maison ou leurs bijoux de cabinet. Et donc, autant moi, j'aime l'interaction en atelier. Tu as vu ce que ça donne, c'est très interactif et du coup, c'est très facile. Mais je peux aussi le faire sur demande. C'est comme une étude de maison, c'est une étude de lieu. Je demande des éléments, le plan d'un lieu, de la maison, et puis l'historique des gens. On se parle longtemps au téléphone avant la fabrication. Et là, je me prends un temps de fabrication. Ce qui est absolument touchant, c'est d'avoir les gens quand ils reçoivent. Quand ils reçoivent l'objet, enfin, bon, il se passe quelque chose. Ils savent bien que c'est opératif. C'est un objet opératif. Il se passe quelque chose quand les gens reçoivent l'objet. On a une consultation de préparation. Moi, je réalise, j'envoie et on a une autre consultation à réception pour que j'explique ce que j'ai fait. Et là, souvent, les gens sont assez touchés des attentions qui sont mises dans la réalisation. C'est pas qu'un objet de déco. Oui, Les gens le savent et en bien. Hein. plus, les gens te font des retours également sur les effets à moyen ou long Mm. terme, c'est-à-dire ce qui s'est passé après avoir reçu Ouais. cet objet chez eux. Ouais. Donc, Bah oui. c'est marrant toutes ces dimensions-là dont on n'a pas forcément conscience Mm. et que la géobiologie, justement, peut apporter à chacun. Oui, c'est-à-dire, je pense que chacun fait sa géobiologie un peu. Je pense qu'il n'y a pas un géobiologue qui est pareil que l'autre. C'est un peu comme les médecins. Ils ont tous appris des grandes lignes de médecine et chacun fait sa propre médecine, même s'il y a des grandes lignes qui sont complètement les mêmes, les 3 domaines dont j'ai cité la nature, ça, il n'y a pas d'écart là-dessus. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait notre géobiologie appliquée? Et moi, c'est vrai que j'emmène un peu mes clients, je l'avoue, hein, sur leur créativité propre. Voilà, j'ai un passé où je suis très très créative, j'ai fait beaucoup de choses, des bijoux, enfin voilà, du bricolage, voilà. Et du coup, j'emmène les gens dans est-ce que vous auriez envie de faire un bijou de maison
qui va vivre avec vous. Parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui est figé. Ça bouge dans le temps. Ça bouge de place. Tu sais bien, toi, tu as choisi Oui. l'endroit où tu as Alors, mis c'est le vrai tien. que, par exemple, Ouais, tous les jours, il change un peu parce que j'ai voilà. rajouté des Mm, papillons et des fleurs. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai rajouté la fleur qui est tout en haut là-haut. Je ne mm, sais pas si vous la voyez bien, mais mm. je peux les enlever comme les remettre. Et c'est Ouais, un bijou finalement qui vit avec l'énergie que nous mm. avons au jour le jour, qui va C'est ça. évoluer. C'est un peu comme, tu sais, les envies de changer les meubles de place, de dire, oh là là, mais là, tiens, mon canapé, j'ai envie de le changer de place. Mais tant mieux, faisons-le. Il faut mettre du chi, il faut que le chi bouge, le chi stagnant, il n'y a rien de pire. Et donc, du coup, on peut tout à fait avoir envie de changer son talisman parce qu'on a passé un cap. Et du coup, imagine, tu avais besoin d'air, tu te souviens, et puis quand ton élément air sera suffisant, tu pourras avoir envie d'enlever ce cercle de métal et de mettre un grand tissu derrière pour mettre en valeur ton bois qui sera complètement autre, mais qui dira encore quelque chose de toi. Tu Oui. vois, ça, c'est l'évolution dans le temps. Ce n'est pas un objet qui est complètement figé, ça bouge tout le temps. C'est génial, moi j'adore. Merci Ghislaine de nous apprendre tout ça. Quelqu'un m'a posé une question parce que je lui ai dit, ah, j'ai rencontré une géobiologue, etc. Elle fait un travail formidable. Et cette personne m'a dit, et qu'est-ce qu'elle pense des gardiens de maison? Est-ce que tu as entendu parler de ça? Alors ça, j'adore. C'est ce que je disais tout à l'heure, la notion des multiples plans et de ne pas penser qu'on est seul à tout gérer. Il y a le plan des végétaux, il y a le minéral qui était très connu et pour lesquels on a fait beaucoup de choses à une autre époque que la nôtre. Et puis les gardiens de maison, c'est des gardiens des lieux. Donc c'est souvent très intéressant d'avoir cette conscience, d'avoir un gardien des lieux. J'ai même des clients qui me disent, quand je pars et que j'ai oublié de fermer ma maison, je dis au gardien, tu peux surveiller s'il te plaît? Et ça marche. Voilà. C'est un peu cette histoire du aussi le gardien des places de parking. Tiens, je cherche une place en ville, je lui dis 10 minutes à l'avance, est-ce que tu peux me préparer une place? Voilà, c'est un peu cette notion-là qui fait rigoler certains, ma foi, je les laisse rire, et puis beaucoup moins les autres, et qui font plutôt participer d'autres plans que les nôtres humains. Ils font participer en conscience d'autres plans pour avoir cette notion de gardien de maison. Oui, Mm. c'est des choses qu'on connaît très très bien. D'ailleurs, Yann Lipnik, il a fait des livres, hein, il y a des livres dans les bibliothèques qui parlent que de ça, de géobio et de gardien de la terre et de gardien des lieux et de gardien des maisons. Donc, Monsieur Des Lipnik, gardiens même des villes, ça ah existe mais ça complètement. aussi, oui. Ah oui, oui, Parce que là, c'est vrai qu'on parle à un niveau individuel, mais il y a mm. aussi ces gardiens. Il n'y a pas d'autre mot ou il y a un autre mot que l'on peut utiliser? Bah, y en a plusieurs. Il y a aussi, enfin, ça dépend du règne déjà. Dans les différents règnes, il y a des noms différents. Et je pense par exemple aux gens qui font de la culture, hein. Ils travaillent avec les devas. Donc c'est comme des fées, des grandes fées qui participent à la connaissance de la terre et à la pousse de façon optimale. On dit on fait de la culture dynamique ou bien on a conscience des autres dimensions. Moi, j'ai une amie qui est en Suisse, hein, que j'avais rencontrée lors d'une formation, qui fait des huiles essentielles en lien avec les devas. Voilà, c'est des gardiennes de la terre et qui aident à participer à la pousse des plantes et justement, les plantes poussent dans une information optimale. Un peu comme on entend beaucoup enfin, de plus en plus, on voit des artistes ou des artisans, je ne sais pas comment les appeler, mais ça peut être les deux, qui créent des bijoux connectés. C'est-à-dire, quand ils créent un bijou, c'est vraiment pour la personne qui a commandé le bijou, pas pour une autre personne. Et en se connectant Mm, à cette énergie, le mm. bijou va être porteur d'une énergie particulière. Voilà. Moi, j'ai fait ça pendant 5 6 ans, faire des bijoux pour les gens. C'est étonnant,
hein, ce qui se passe derrière, hein, ils ne veulent plus les lâcher. C'est assez rigolo. On peut faire ça pour plein de choses. Moi, j'ai fait ça aussi avec des pendules. Par exemple, faire une ligne de pendule. J'ai un artisan qui s'appelle Pascal Courmarcel, qui est tourneur sur bois. Et par exemple, celui-là, je l'avais fait pour moi. Tu vois, c'était un pendule. Attends, je vais le mettre sur du blanc, on verra mieux. Et on fait la ligne du pendule. Et Pascal, avec son tour, il vous fabrique le pendule avec le bois que vous avez choisi. Tout ce que l'on fait, à partir du moment où on met notre intention dedans, prend une autre dimension. C'est comme faire une robe de mariée. Si on met son cœur à faire la robe de mariée, celle qui va le porter le saura. Ça a été fabriqué avec amour. Quand tu offres un bouquet de fleurs, si tu accompagnes ton geste de l'intention, le bouquet ne sera pas reçu de la même façon. C'est la base de C'est tout. sûr, si je te dis, tiens, voilà, je t'ai rapporté des fleurs, et si je dis, mon amour, ou ma chérie, ou Voilà. mon ami, je t'ai rapporté des fleurs que j'ai cueillies moi-même avec plein Voilà. d'amour, etc. C'est sûr, ça va. Moi, Ça. j'ai une amie, à chaque fois qu'elle vient me voir, elle m'apporte des fleurs des champs. Elle me dit, je me suis arrêtée, j'ai ramassé des fleurs, j'ai cueilli des fleurs pour toi. Et si je trouve ça. Alors, moi, je n'aime pas normalement les fleurs coupées, mais j'avoue que quand cette amie me les offre, eh bien, j'ai cette intention d'amour qui va avec et je ne peux pas râler hein, quand c'est comme ça. Ouais. Et on peut même le faire. Cadeau. On peut même le faire avec les plantes de chez soi. Hein. Tu sais que quand on reçoit des fleurs coupées, tu n'as qu'à informer l'eau des fleurs coupées, tu vas voir. Je veux dire, l'eau va participer à ce que la fleur puisse vivre le plus longtemps possible. On peut tout faire. Hein. C'est l'intention qui accompagne quelque chose a un effet. Mais c'est certain. Et là, on comprend mieux pourquoi, par exemple, nos grands-parents nous disaient faites les choses avec amour. Quelles que soient les choses que vous faites, faites-le parce que vous aimez les faire et pas en râlant, gna, 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 gna. Parce que là, encore une fois, comme on parlait de la mémoire des murs ou de cette expérience du riz, selon l'intention et les mots que l'on va poser ou l'amour, l'énergie que l'on va mettre dans ce travail, ça sera très différent. D'ailleurs, on le voit aussi en cuisine. Quand on crame la cuisine, quand on brûle ce qu'on est en train de cuisiner, c'est qu'on n'est pas dans les bonnes énergies. Là. Oui. Et j'ai lu dernièrement sur les réseaux sociaux quelque chose qui est tout à fait juste. C'est quand on dit quelqu'un qui fait quelque chose, c'est un ouvrier. Quelqu'un qui fait quelque chose en pensant, c'est un artisan. Et quelqu'un qui fait quelque chose avec son cœur, c'est un artiste. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut complètement être des artistes à tout moment, c'est-à-dire faire les choses avec cœur, peu importe ce qu'on fait, s'appliquer et mettre du sien dedans. On ne peut jamais regretter d'avoir fait quelque chose ou d'avoir manqué quelque chose si on a accompagné de l'intention. Donc, et c'est aussi vrai en géobiologie. Plus on est calé dans le lieu, dans l'histoire, dans la maison, plus on est dedans vraiment, plus on est opératif. C'est toujours vrai, ça. Alors, je souhaite que cette émission aura levé tous les voiles sur le métier de géobiologue, sachant encore une fois que chaque géobiologue est différent. C'est vrai que, Ghislaine, toi, tu as apporté à ton métier de géobiologue plusieurs dimensions. Aujourd'hui, si on a envie de faire appel à toi, on peut le faire en présentiel, mais on peut aussi le faire de très loin, comme tu disais, juste par visio. Tout à fait. On fait ça comme marche, ça. Ça va marcher pareil. Ça va marcher pareil. Je fais beaucoup d'analyses à distance aussi. On me demande des avis. Tu peux regarder, on voudrait faire une maison sur ce terrain, qu'est-ce que tu en penses? Je reçois des plans, je fais des analyses sur plan. En fait, en physique quantique, on sait très bien que ce qui est opératif ici l'est de l'autre côté. C'est Montagnier qui a fait cette expérience avec le virus du sida, où ils ont fait des expériences à Paris qui étaient en simultané au Japon, vraiment en simultané. Hein. Et il y a des tas d'expériences de la physique quantique qui montrent tout ça. Donc, à partir du moment où on fait une étude sur plan ici à Quimper, moi, après, on se parle au téléphone et parfois, je me sers des gens sur place comme si c'était moi qui étais là-bas et je leur dis allez dans cette pièce, faites ci, faites ça et je corrige avec les gens sur place qui sont acteurs de la correction de leur lieu. Ça, c'est sympa comme tout.
Bon. Et alors, en termes de tarifs, à combien il faut s'attendre pour une analyse de maison et de correction de maison? J'imagine que chaque maison va être différente, donc il doit y avoir plusieurs tarifs, mais pour donner une idée aux gens. Pour donner une idée aux gens, ça peut aller de, on va dire, 120 € à peu près, jusqu'à, en fonction de cas très complexes, on peut aller, oui, 300, voire 500 € sur des bâtiments industriels. Ça m'est arrivé d'être obligé de pousser l'analyse beaucoup plus loin parce qu'il y avait de la technique dans le bâtiment. Et là, oui, on a une lecture. Après, on peut aussi faire plusieurs lectures. On peut avoir la lecture de la géobiologue, mais on peut avoir aussi la lecture du feng shui, où là, on a d'autres notions. On a des notions de territoire, on a des notions d'espace qui sont portées par les secteurs boussoles. Donc là, par exemple, je suis dans mon secteur sud-ouest, le secteur de la femme et du couple, et je regarde au sud. Le sud, c'est ce que l'on voit de moi. Donc, je me suis tournée face au sud pour que cette vidéo puisse être optimale pour moi, qui suis dans mon secteur femme, ici, en sud-ouest. Tu vois, Ah, on peut intéressant, penser les ouais. choses aussi autrement. Ouais, il y a plusieurs facettes de la géobiologie, du feng shui, de l'énergétique en général. Et l'important, c'est de pouvoir mêler tout ça, comme la médecine d'ailleurs, pouvoir intégrer tout ça dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que les choses prises séparément. C'est un peu comme une recette. Tu vois, on peut faire des œufs tout seul, on peut faire du sucre avec je ne sais pas quoi dedans tout seul. Et puis à partir du moment où tu mélanges les ingrédients, ça fait complètement autre chose. C'est en ça que je crois, vraiment. Mm. C'est l'intégration de différentes disciplines qui fait la force de quelque chose. 1 plus 1 égale 3. Voilà. Et on peut faire appel à toi pour des raisons personnelles comme pour des raisons professionnelles. Je suis patron d'entreprise. Si j'observe qu'il y a des choses qui vont, alors que je fais tout pour que ça aille bien, et si j'observe qu'il y a des choses qui ne vont pas, je peux peut-être aussi m'intéresser à cette dimension de la géobiologie et donc faire appel à toi. Tout à fait. On dit d'ailleurs que en feng shui, je me souviens dans mes cours, c'était souvent un patron qui fait venir un expert feng shui dans son bâtiment. La première chose qu'on va faire, on va lui parler de sa maison, à lui. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il vit dans sa maison? Comment ça se passe en privé? Et souvent, on se rend compte que les gens qui ont des problématiques professionnelles ont des problématiques dans le privé. C'est comme une résonance, tu sais, c'est une balance comme ça qui en fait, tout est dans tout, comme dirait un de mes profs préférés. Et du coup, on ne peut pas être forcément bon partout, mais parfois, quand on a une problématique qui nous fait baisser comme ça veut dire qu'ailleurs, il y a eu des signaux d'alarme peut-être qu'on n'a pas entendus. Et là, brusquement, on chute d'un côté. Et l'idée, c'est de vraiment, pour pouvoir remonter, c'est une histoire d'harmonie, en fait. Donc, on ne peut pas se cantonner à un seul domaine. On va regarder ce domaine, entendre la demande et complètement dézoomer. On monte, on ouvre, et là on se dit, OK, alors on change de champ, on ouvre complètement le regard et on se dit, mais il n'y a pas que ça qui vibre, il y a autre chose. Et plus tu ouvres grand, plus tu vois loin. Et plus ton amplitude de comprendre la problématique toute petite du départ, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand dans lequel il y a la solution. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à. On pourrait bien sûr rester encore plus longtemps hein, à parler de ce métier, tant il est passionnant parce que tu as raconté quelques histoires, mais il y en a tellement, on pourrait en raconter d'autres. Est-ce que justement, avant de se quitter, tu pourrais nous raconter une histoire que tu as vécue dans tes expériences de géobiologue, une histoire particulière qui te tient à cœur et que tu aurais envie de raconter comme ça? Ouais, Juste pour plaisir. il y en a une que j'aime bien. Qui fait référence à l'histoire, à la politique, à plein de choses. J'ai été appelée au tout début que je faisais de la géobiologie dans le 18e pour faire un appartement. J'y pense parce que ma cliente, elle m'a appelée récemment pour un talisman. Et donc, il y a une dizaine d'années. Et je ne la connaissais pas du tout. Je l'ai eu juste au téléphone. Elle m'a envoyé des plans et puis c'est tout. Et dans cet appartement, j'ai fait une analyse feng shui
une analyse géobio, donc mémoire des murs. Et ce que j'ai trouvé dans cet appartement, c'est en fait l'histoire d'une femme qui avait été amoureuse d'un Allemand et qui avait été très heureuse avec cet Allemand dans ce lieu-là. Sauf que derrière, elle a été dénoncée. Et tu sais, à l'époque, on tondait les femmes qui avaient des histoires d'amour avec les Allemands parce que ça ne se faisait pas. Et donc, elle s'est suicidée, cette femme. Et dans cet appartement, il y avait cette mémoire-là. Et à partir du moment où on a compris, ça me fait des frissons à chaque fois, et à partir du moment où on a compris que cette femme était là, toujours coincée, eh bien, en fait, tout s'est défait, tous les nœuds se sont défaits, et il a fallu faire monter cette personne. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à son amoureux allemand, qui était décédé depuis peu, je lui ai dit, viens chercher Frida. Et il est venu. Ah, ça me fait des frissons. Il est venu la chercher. Et ça a complètement transformé l'atmosphère de l'appartement. Ça c'est une de mes toutes premières affaires de géobiologie avec une personne du coup qui m'a recontactée 10 ans après. Et c'est une histoire d'amour. Et quand je te disais, l'amour transforme, à chaque fois, transforme tout, ça a été la première preuve que j'ai eue là-dessus, c'est que ça a transformé le reste. Voilà, c'est merveilleux. Donc, tout ça pour être bien chez soi. Donc, vous aurez bien sûr toutes les informations, les contacts utiles pour retrouver Ghislaine sous cette vidéo. Merci encore de ta confiance. Merci d'avoir accepté mon invitation et à bientôt, Ghislaine. À bientôt.